Je sais pas si c'est bien de le dire, mais j'ai de l'ambition souvent et j'aime bien me dire que potentiellement je peux être sélectionnée quelque part et cette sélection va m'emmener de la motivation le matin pour tout donner, pour recommencer si c'est pas assez bien. Moi j'aime l'artisanal, mon but c'est pas de prompter, d'appuyer sur un bouton. Peut-être qu'il y en a qui disent l'IA c'est bien pour remplacer, pour aller plus vite, tout ça. Mais ça pour moi c'est un discours de capitaliste. Mais oui, pour aller plus vite c'est trop bien, mais du coup il te reste du temps pour faire quoi? Salut les Motion, c'est Jérémy Facio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview podcast. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Elsa Seco, qui est directrice artistique et motion designer. Elle a un parcours vraiment intéressant, elle a plus de 14 ans d'expérience en motion design. Elle est passée de faire des animations sur Flash et en JavaScript à utiliser les derniers outils d'intelligence artificielle. Dans sa carrière, elle a reçu plus de 15 récompenses pour son travail en animation, dont notamment un prix à Annecy en 2016. Également, elle a exercé le métier de motion designer à Sydney en Australie, à Abu Dhabi et donc à Paris en France. Et elle nous a expliqué c'était quoi les différences de travailler en tant que motion designer dans ces différents pays. Autre élément important, elle nous a parlé de son processus de création en utilisant des outils d'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment une manière très singulière d'utiliser les outils d'intelligence artificielle, bien loin des conventions où on peut penser de quelque chose de très, très digital. Elle va au contraire utiliser l'intelligence artificielle d'une manière très organique en rajoutant toujours son dessin, son trait, sa main. Avant de commencer ce podcast, j'ai remarqué que vous étiez une grande majorité à ne pas être abonné à la chaîne. Donc vous écoutez le podcast, mais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Mapping Motion. Alors s'il vous plaît, si vous pouviez vous abonner et activer les notifications, ça permet de soutenir la chaîne et moi, ça me permet d'aller chercher plus de créatifs à interviewer au sein de ce podcast. Voilà, sans plus tarder, on se retrouve avec Elsa et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elsa, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait quelques fois qu'on s'est croisés. On s'est croisés à plusieurs occasions dans des apéros motion design à Paris. Tout à fait. Et on avait eu l'occasion d'échanger et je trouvais ça intéressant vraiment de montrer, tu vois, ça fait quand même quelques temps que je suis ton travail, que je le vois passer notamment par tout ce que tu as pu faire. On va en parler au niveau aussi des prix, récompenses que tu as pu avoir, la manière dont tu arrives à propager ton travail, mais dans le bon sens du terme. Et ça fait que je suivais ton travail depuis quelques temps déjà. Et je vois que tu as pris une nouvelle tournure et je trouvais ça vraiment très intéressant aussi de suivre l'évolution parce que tu as 10 ans de carrière au moins. Un peu plus. Un peu plus. Ah ok, tu vas nous expliquer tout ça. Mais c'est ça qui est génial, c'est que je vois que tu évolues et c'est super intéressant parce que ça va inspirer beaucoup de motion designers, je pense. La manière dont tu appréhendes aussi les nouveaux outils sans avoir nécessairement d'idées préconçues ou quoi que ce soit. Donc, voilà. En tout cas, je trouvais que c'était cool. Merci d'avoir accepté d'être là. Je suis sûr que ça va intéresser tous les gens qui nous écoutent. Et justement, écoute, ça me fait plaisir. Petite question, j'aime bien en fait demander à mes invités que vous vous présentiez vous-même. Comment toi tu te définis en fait dans ton travail? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tout à fait. Je suis DA et motion designer freelance. Et ce qui me définit, c'est que j'ai un style graphique qui est assez singulier, qui est né, on va dire, en 2016, lors de la création d'un clip Welk Song. Je vivais en Australie et je me suis inspirée de l'art aborigène. C'est très intéressant. On va en reparler un petit peu du fait aussi de travailler à l'étranger, de s'expatrier, immigrer, selon le parcours de vie. Mais ça va être intéressant. Donc, tu te définis comme DA et motion designer. C'est ça? Voilà. Réalisatrice aussi. Allez. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce que t'en fais des moyens métrages, des courts métrages, moyens métrages. C'est super. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et surtout, quelle a été ta première rencontre avec le motion design? Moi, j'ai fait des études dans le digital, donc c'était pas vraiment motion design, mais c'est lors de la dernière année que j'ai fait du motion design pour un projet. Et j'avais rencontré quelqu'un qui était motion designer à l'époque et ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Et d'ailleurs, on a monté une boîte ensemble, donc en Australie, qui s'appelle 11 Keys.
Et c'est comme ça qu'on a commencé en binôme, on va dire, à notre compte. Et donc ça remonte à 2013. Mais j'ai commencé le Excellent. motion en 2011. Je travaillais dans une agence qui s'appelle Biborg. On faisait toutes les pubs pour les jeux vidéo, tout ce qui est entertainment. Donc ça fait 14 ans que je fais du motion design. Excellent. Bah oui, c'est que le temps passe vite. C'est intéressant. Donc là, déjà, tu as dit plein de choses qui, moi, me font... où j'ai envie d'approfondir parce que tu as commencé le motion design donc il y a 14 ans. Tu as commencé par les jeux vidéo, c'est ça? Par une agence qui faisait du marketing de jeux vidéo, j'imagine? Oui, ouais, ouais, Euh, ouais. je vois très bien le type d'agence. Là-dedans, tu faisais plus 2D, 3D, tu mélangeais déjà les techniques? Euh, Non, je faisais beaucoup de 2D. Donc c'était mon premier travail de motion designer et mon seul d'ailleurs CDI. Et il m'avait recruté vraiment pour qu'à la fois j'apprenne et que je crée du contenu. Donc ça c'était une super opportunité qu'ils m'ont donnée. Et oui, 2D, c'est-à-dire que je faisais à la fois les maquettes sur Photoshop et ensuite sur After Effects et même parfois je devais tester les jeux vidéo pour faire des captures vidéo et ensuite les insérer. Et à l'époque aussi, il y avait du Flash, donc je faisais du Flash, ActionScript et pas vraiment de 3D. Et d'ailleurs, j'en fais toujours pas vraiment. C'est super intéressant. Tu parles, en plus, tu déterres Flash, ce qui nous semble mort depuis longtemps. Et en fait, quand on réalise, c'était il n'y a pas si longtemps. On paraît, peut-être qu'on est des dinosaures, mais en vrai, 14 ans, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Je me rappelle aussi c'était quand même assez populaire à l'époque, mais ça s'est vite effondré, on va dire. Je voudrais revenir sur le fait que tu as évoqué, donc que tu t'es rapidement mis en freelance après, et en Australie. Donc avec justement un comparse, vous avez créé votre... Jonathan Guyader. Très bien. Bon, on lui souhaite On salue. tout simplement. Je ne sais pas si je connais son travail, mais ça va être l'occasion de voir ça un petit peu après. Et justement, le fait que vous fassiez ça en Australie, toi, je sais que bah, t'as travaillé en France, t'es resté en Australie plusieurs années, et en plus maintenant, si je me trompe pas, tu es aux Émirats Arabes, c'est ça? J'y étais pendant 3 ans, mais là, ça y est, je revis à Paris. Tu revis à Paris. Et Oui, oui. justement, d'avoir testé comme ça différents pays, est-ce que tu as pu ressentir une différence dans la pratique, soit du freelance, du motion design, des budgets? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre être motion designer justement en France, à Paris, versus les autres villes que tu as essayé? Ok, eh bien, donc j'ai commencé le freelance en Australie. En fait, pour des raisons déjà de visa, parce que j'ai beaucoup aimé l'Australie. Et donc, pour rester, eh ben, j'ai monté cette boîte pour avoir un visa business. Ça a commencé comme ça. Et Ok. j'avais commencé avec un agent. Et puis, petit à petit, j'ai aussi, moi, démarché des agences de pub. Euh, et j'ai trouvé ça très simple. La prospection est très facile parce que les gens répondent très rapidement et même s'il n'y a pas d'opportunité de travail, ils sont vraiment intéressés par la rencontre et quitte à avoir une opportunité plus tard. Donc j'ai trouvé que c'était très interactif. Ensuite, le retour, on va dire le retour en France, je trouvais que c'était beaucoup plus lent les interactions entre les clients et moi. Et les Émirats, alors les Émirats, j'ai pas beaucoup travaillé avec les Émirats, j'ai travaillé pour une boîte de production. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que bah, le Moyen-Orient, ça nous ressemble quand même pas énormément, même si c'est quand même ultra... Enfin, il y a des buildings partout. Mais j'ai adoré, je travaillais avec... Enfin, ça parlait arabe, c'était trop bien. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Émiriens, il y avait tout. Et j'avais vraiment l'impression d'être dépaysée. Et ouais, j'ai travaillé aussi pour une autre boîte et pareil, c'était très rapide. Après, par exemple, en motion design ou en graphisme, les codes ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe ou en Australie, donc faut s'adapter. Et ouais, bah par exemple, les paiements aussi, c'est ultra rapide, comme en Australie. Ouais. Donc ça, c'est vachement agréable. Et je confirme sur ce dernier point, c'est pareil au Canada, j'ai vécu aussi en Australie, bon, une année, j'avais fait un peu de freelance aussi là-bas, mais globalement j'étais plutôt en PVT, voyager, et je me suis bien rendu compte à quel point c'était beaucoup plus facile de se connecter
avec les gens, en fait, adorent partager leur réseau même, en disant: «Ah tiens, je connais quelqu'un qui fait ce que tu fais», ou ils pensent connaître quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à ce que tu fais, mais vont Mm. être très ouverts à ouvrir leur carnet d'adresses. Et aussi, au niveau des paiements, je le vois même ici au Canada, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves, c'est qu'en France, par exemple, je crois que c'est 40 jours ou 60 jours, on a jusqu'à 60 jours pour être payé. Ouais, Euh, 60 jours fin de mois, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez énorme parce qu'il faut réussir à avoir un coussin financier, des précédents paiements qui arrivent. Alors que ici, en général, quand j'envoie une facture, j'ai le paiement, je crois que le plus tard que j'ai eu, c'est en 3 semaines. Et en général, c'est en moins de 3 jours. Vraiment. C'est La relance n'existe pas. Non, c'est ça, j'ai jamais eu à relancer. Euh, Si, mais en France. En gros, voilà, pour des compagnies françaises que je ne citerai pas. Mais ça, c'est intéressant parce que justement, alors ce podcast, pour préciser un petit peu, on parle de motion design, on parle d'illustration, on parle de design graphique et de freelance beaucoup parce que, il faut le dire, le métier de motion designer, pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y avait un sondage de Motion Beer, alors il commence à dater un peu, mais de 2020, fin 2020, début 2021, et ça indiquait que 60% des gens étaient freelance. 60% des motion designers qui avaient répondu au sondage, je crois qu'il y avait 400 réponses, et étaient freelance. Donc c'est quand même un métier où il y a une surreprésentation de freelance. Donc ça, faut le savoir. Et ça offre pas mal d'opportunités. Toi, tu as pu créer ta boîte pour pouvoir rester en Australie. C'est quand même Oui. intéressant. Tu as fait quelque chose voilà, vraiment une démarche entrepreneuriale qui est intéressante. Euh, et souvent, quand on se lance en freelance, j'ai l'impression qu'on minimise un petit peu le fait qu'on devient un chef d'entreprise. Même si on est son propre patron, qu'on n'a pas forcément d'équipe, c'est super important d'avoir cette réflexion-là. Et justement, ça m'amène à te poser cette question. Toi, tu disais tout à l'heure que tu étais représenté, ou tu as été représenté en Australie, c'est bien ça? Est-ce que tu es représenté maintenant? Est-ce que tu as un agent qui travaille pour te ramener des clients? Alors, en Australie, oui, j'ai pris un agent. Je crois que sa boîte, c'était Nakama. Et à Paris, j'ai été représentée par Crea Senso aussi pendant peut-être 4 ans. Et là, je suis en fin de contrat avec Julia de Courtis et voilà, JD Motion, voilà. Excellent. Donc ça, c'est super intéressant. Donc en fait, t'aimes bien toujours avoir une représentation de la part comment dire, d'agents. Oui. Euh, et toi, c'est au niveau si tu devais dire à peu près au niveau de l'acquisition de tes clients, est-ce que les agents, ça représente une grosse part, ou c'est ponctuellement, ils t'amènent un projet Non, est-ce que, non, un c'est petit peu. ultra ponctuel. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant de le dire parce que c'est pas quelque chose auquel on pense forcément. Moi, je suis aussi dans une démarche de souvent soit des marchés, soit bah, il y a le réseau naturel qui vient au bout d'un moment. On se fait des marchés en fait. Mais c'est intéressant d'avoir aussi quelqu'un qui peut avoir un regard extérieur, essayer de te vendre au mieux, t'amener vers des nouveaux marchés. Surtout quand tu débarques quand tu reviens, pour toi, en l'occurrence, si tu reviens en France, tu reviens sur Mm, Paris, c'est intéressant d'être accompagné pour un petit peu accélérer les choses. Euh, ok, donc ça, c'est quelque chose soit que tu recommanderais. Est-ce que tu recommanderais à certaines personnes d'aller vers cette voie-là? Bah oui, parce que je trouve qu'on a rien à perdre. C'est-à-dire que bon, si on nous ramène du travail, tant mieux. C'est ah, je pense que c'est bien. Moi là, j'ai l'idée aussi de prendre un agent plutôt à l'étranger, parce que je me dis qu'il y a peut-être un rapport au travail qui est différent, ou le rapport à l'artiste aussi. Donc ça, j'ai très envie d'avoir un agent aux USA. J'aimerais bien. C'est très intéressant, de part aussi ton profil international, tes précédentes expériences. Justement, on parlait un petit peu comment dire, des paiements, mais il y a également le processus. Est-ce que tu as senti une vraie différence au niveau du processus de création en tant que motion designer, l'Australie, les Émirats ou la France? Est-ce que tu penses que là, ça se marque? C'est similaire, ou est-ce qu'il y a des différences au niveau du processus de création? J'ai j'ai pas fait attention. Pour moi, ça me semblait un Similaire. peu pareil. Ouais, Ok. j'ai l'impression que ici, les Australiens, il y a un côté un peu plus cool quand on s'adresse à toi. Je sais pas, il y a un côté un peu friendly. Mais c'est vrai qu'ils sont sympas quand même. Ouais. C'est work hard and play hard. Mm, C'est mm. ok.
Je vois ça. Non, mais quand je dis processus, si je dois, pour avoir été un peu en Australie, alors j'ai pas travaillé sur des grosses prods en motion à l'époque où j'étais là-bas. Hein. J'étais pas encore complètement, j'étais même pas motion en fait quand je suis allé là-bas. C'était du design graphique. Mais ce que je remarque comme différence, par exemple, le Canada versus ce que j'ai pu faire pour des projets équivalents en France, peut-être parfois, c'est que un peu moins on va plus rapidement aller dans le concret et on commence à produire et limite on réfléchit pendant qu'on produit versus en France il y a une grosse phase parfois de réflexion, ce qui est bien aussi, hein. La pré-production c'est super important, mais j'ai l'impression qu'après tu es obligé de te manger un gros rush à la fin. Et j'ai été voilà, parfois je suis assez admiratif de ce qui est capable de faire dans mon domaine, dans le monde du spectacle que tu connais aussi, dans le mapping. Je sais que tu as réalisé différents mappings. Il y a toujours ce truc inhérent où tu vas de toute façon travailler en rush à la fin parce que quand tu fais l'intégration, c'est là où tout se passe, où tu es obligé d'ajuster des choses, de faire des rendus au dernier moment. Donc au niveau des processus, effectivement, c'est assez similaire. C'est plus le secteur parfois que le métier lui-même. Tu vois, faire un explainer en Australie, c'est finalement ton processus, il sera assez similaire de faire un explainer vidéo en France. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur les Émirats au niveau du langage. Ouais, bah rien que l'écriture de texte. Ah oui, c'est ça, exact. J'ai travaillé sur un championnat de sport pour des écoles à Abu Dhabi et je devais écrire tout en arabe et une version aussi anglaise, mais rien qu'un copier-coller d'arabe, ça le fait dans le mauvais sens, donc il faut passer par des sites où faut avoir un clavier arabe. Donc ou même la traduction, je sais pas ce que je colle et ça se trouve c'est faux et donc il fallait une vérification. Mais c'était assez marrant. C'est drôle parce que j'avais connu ça à différentes occasions en graphisme, hein, plus que motion, mais je faisais des palissades pour les Galeries Lafayette. Et en Oui. fait, tu as des choses dans plein de langues différentes. Et justement, tu sais pas où couper. Et effectivement, je crois que le seul truc qu'on externalisait, c'était le mandarin et l'arabe. Parce que Ah bah, InDesign, par exemple, à l'époque, il fallait avoir un InDesign spécifique euh, pour pouvoir gérer ce genre de texte. Et donc en motion, j'imagine c'est pareil avec After. ouais, Toute la enfin partie, Photoshop After, c'était l'enfer, ouais. c'est intéressant. Ouais. On se rend pas compte tant qu'on l'a pas essayé de faire un projet dans une langue qui est étrangère, parce que en étant occidentaux, on a tendance à avoir vraiment notre alphabet latin présent, surreprésenté partout. Et en fait, non, c'est très très différent dès que tu travailles pour l'Asie, le Moyen-Orient. Ça devient très très compliqué. C'est super. Ben, en tout cas, pour ça, justement, est-ce que tu penses que l'expatriation, toi, ça a été un élément très important dans ta carrière? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, selon toi, de ce que ça a pu t'apporter d'un point de vue pro? Mais complètement. En fait, l'expatriation, donc moi je suis allée en Australie, j'avais 25 ans et l'expatriation m'a permis de monter ma boîte parce que si j'avais pas eu besoin d'un visa, je l'aurais peut-être pas fait. Le fait d'être à l'étranger, moi je trouve qu'on a un genre de changement d'identité où on est peut-être un peu plus débrouillard que dans son propre pays et donc bah, il y a peut-être aussi cette insouciance de créer quelque chose, de prendre le risque. Donc moi, pour moi, ça a été très vertueux. Et puis surtout, de travailler avec Jonathan Guyader, d'être en binôme. Il avait plus d'expérience que moi en motion design, donc j'ai aussi beaucoup appris de lui. Et c'est avec lui qu'on a fait ce fameux clip en 2016 avec le style aborigène. Et ensuite, j'ai travaillé pour un réalisateur philippino-australien, je pense qu'on dit comme ça, et Robertinho Zambrano. Et à mon retour en France, il m'a recontacté pour qu'on travaille ensemble sur un film qui s'appelle Accents. Et c'était pour TED Education. Et en fait, on était 6 ou 7 animateurs à travailler dessus et on a amené le film au festival d'animation d'Annecy. Et en fait, on a gagné le cristal. Donc oui, l'expatriation m'a apporté quelque chose. Excellent. Bah, là, tu me fais la transition parfaite parce que justement, pour moi, tu es la seule motion que je connais
qui a eu une conférence, qui a fait une conférence TED quand même. Alors là, Oui, oui, aussi, ouais. c'est quand même une super anecdote. Et justement, parmi tout ce que tu as fait, je vois que sur ton site, on peut voir que tu as eu genre 40 sélections, une quinzaine de prix. Et justement, derrière ça, en fait, est-ce que c'est juste au bout d'un moment, ça fait beaucoup, 15 prix. Donc, c'est bien que ils ont été. Tu as essayé de les envoyer dans des salons. Enfin, comment tu te retrouves à justement avoir une quarantaine de sélections dans des festivals, dans des récompenses et à recevoir autant de prix comme ça Est-ce que c'était une volonté de ta part ou c'était justement les réalisateurs plutôt qui, eux, comment dire, peut-être essayer de faire connaître leur film Comment t'en arrives là, en fait? Et c'est Eh quoi la bien, démarche? alors déjà, j'ai quelques films qui ont remporté juste 1 ou 2 prix. Par exemple, le clip Welk Song de 2016, on a eu un Vimeo Staff Pick. Accents, on a eu le Cristal à Annecy. Et là, on était donc une équipe de 7 personnes, je crois. Mais attends, Et juste une pause. Donc, tu as fait une conférence TED, tu as eu un prix à Annecy. Tu me parlais de quoi d'autre? Du Cristal? Vimeo Staff Pick. Les Vimeo Staff Picks, alors c'est très bon, hein, mais comment dire, là, ça fait quand même beaucoup de choses, c'est incroyable. Bah oui, c'est c'est Ah, mais c'est satisfaisant. génial. Oui, mais moi justement, je pense que c'est à travers le film dont tu parles, le premier clip dont tu parles, que j'ai connu ton travail. Aussi, je pense, grâce à la conférence TED. Et justement, en fait, comment dire, dans ces prix-là, qu'est-ce que ça apporte concrètement d'avoir des prix après par la suite? Qu'est-ce que ça débloque? Tu vois, on parlait de l'expatriation qui t'a débloqué l'entrepreneuriat, la casquette entrepreneuriat, puis justement ces prix-là. Et est-ce que ces prix-là, ça amène encore quelque chose dans ta carrière par la suite? Alors, alors oui, alors c'est que moi j'aime bien travailler avec une carotte entre guillemets, ça me stimule. Je sais pas si c'est bien de le dire, mais j'ai l'ambition souvent et euh, et j'aime bien me dire que potentiellement je peux être sélectionnée quelque part et cette sélection va m'emmener de la motivation le matin pour tout donner ou pour recommencer si c'est pas assez bien. Et après, bah, je vais être fière de le partager et ça va me donner de la visibilité et peut-être que ça va me donner des nouveaux projets qui sont beaucoup plus intéressants que ceux que j'ai aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Et ça me permet aussi peut-être de rencontrer des gens qui sont vachement inspirants et ça me tire vers le haut et voilà. Mais je comprends complètement. Et au contraire, hein, je pense que c'est une bonne énergie que tu as dû comment dire, attraper justement à l'étranger. Cette bonne énergie, justement, l'ambition, c'est pas du tout un défaut. Ça peut être une source de motivation. Ouais. Et je comprends, moi j'ai une démarche un peu similaire quand je fais un projet personnel. Si je peux le présenter après un concours, si je peux m'en servir pour avoir plus de visibilité, c'est tant mieux. C'est à allier l'utile à l'agréable, tu vois. Et je pense que ta démarche, elle est vraiment bien parce que quand tu sais que ça va être regardé, que tu anticipes le fait qu'il y a un jury qui va le regarder, bah, tu te donnes quand même, tu mets les 20% supplémentaires de travail parce que tu le Ouais, fais c'est ça. plus. Et justement, alors attends, là, j'ai plein de trucs qui bouillonnent dans ma tête, je vais essayer d'être clair. Vas-y. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que c'est que quand même d'avoir son film, une de ses créations à Annecy? C'est quand même la mecque pour l'animation en France et dans le monde. Alors parle-nous un peu de Ok, ça, s'il te ok. plaît. Alors, ce qui est un peu dingue, c'est que moi, je viens d'une ville qui est à 30 kilomètres d'Annecy, qui s'appelle Aix-les-Bains. Et mes parents m'ont toujours dit, mais il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Mais en tant que public, et j'y étais jamais allée. Et là, Robertinho Zambrano nous appelle pour nous dire que le film est sélectionné. Et donc moi, j'y vais de chez mes parents, j'y vais en voiture. Et je retrouve l'équipe, on fait du pédalo sur le lac et le soir il y a la cérémonie et Robertino nous prend des places pour être dans le public. Et moi en même temps j'avais un autre ami que j'avais rencontré en Australie qui avait son film aussi sélectionné à Annecy, La vie de château, qui est plutôt film ou série télévision. Et donc, on était enfin, lui aussi, il était à la cérémonie. Et, euh, et là, ouais, j'entends
Accents et tout, et j'étais là, mais waouh, c'est n'importe quoi. Bah, c'est quand même assez incroyable, comment dire, d'avoir ce type de prix-là pour des gens qui sont dans l'animation. C'est quand même une certaine reconnaissance. Travail d'équipe en plus, donc ça te fait plein de connexions. Et justement, est-ce que avec ça, après, tu arrives un petit peu à débloquer d'autres opportunités, des choses où, parce que toi, tu es réalisatrice aussi. Est-ce que après, ça t'a donné confiance pour faire tes propres films? Oui, en fait, ça donne un genre de... Enfin, ça donne un genre de preuve sociale, parce que de faire de pouvoir l'avancer, le dire dans un mail, et ben les gens tout de suite ils accordent un peu plus d'importance à ton discours, à ton mail ou à ton travail. Ça, j'imagine que que tu sais. Et donc oui, en fait, déjà oui, et moi ça m'a mis un peu plus confiance en moi. Surtout en 2016, j'avais quel âge? J'avais 28 ans. Donc ouais, dans la vingtaine, on est peut-être un peu moins sûr de soi qu'à la trentaine, etc. Donc quand il y a un petit prix, c'est ah bon bah en fait c'est pas mal ce que je fais, c'est validé. Ben ouais, effectivement, comment dire, alors j'ai pas eu autant de prix que toi, mais tu sais, le fait d'être exposé ou quoi que ce soit, de savoir que des gens aiment ton travail, et surtout, ça t'indique aussi ce que le public aime. Moi, j'aime bien toujours essayer de créer. On crée pour nous, mais on crée aussi en fonction de l'ère du temps dans laquelle on vit, du public, et, hum, et ça donne une indication de ce qui plaît globalement. Ça te permet un peu de guider aussi, parce qu'on peut, techniquement, dès qu'on commence à travailler de l'image, on a un nombre de styles incalculable qu'on peut essayer. On Mm. a un nombre de médiums incalculable. Et Mm. savoir que telle technique, tel style, il y a quelque chose qui plaît. Après, tu peux aller creuser cette piste-là jusqu'à ce que tu t'en ennuies et que tu passes à autre chose. Mais tu peux comme ça comprendre aussi ce qui fonctionne. Parce que finalement, c'est un petit peu ça aussi pour se démarquer. Mm. C'est bien d'essayer de creuser un peu plus longtemps sur certaines pistes. Mais c'est super. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant, et c'est aussi le pourquoi que tu es là aujourd'hui, c'est c'est de voir comment toi, là, dernièrement, tu as fait une transition. Enfin, une transition, oui, je pense que c'est une transition. C'est qu'en tout cas, tu implémentes, il me semble, davantage d'outils IA. Notamment, j'ai l'impression que tu alimentes, et ça, tu vas nous en parler un petit peu de quel outil tu utilises, mais tu as Ouais. l'air d'alimenter, comment dire, des outils IA à travers ton travail passé pour justement que ça soit comme ton assistant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche-là? Parce que si je me trompe pas, tu te définis un petit peu plus, en tout cas, tu utilises le keyword AI. Est-ce que c'est quelque chose que tu es motion designer ou tu essayes de switcher un petit peu vers, je sais pas, de la création Alors, assistée? alors attends, parce que je rectifie, c'est pas si récent dans le sens où j'ai commencé à m'intéresser à l'IA en 2020. Je t'explique comment. En 2020, je sais pas si tu connais Station F à Paris. Tout à fait. Je connais de nom que c'est une pépinière de start-up. Ouais, ouais. Et ben en fait, j'ai été sélectionnée dans un incubateur de start-up qui s'appelle Entrepreneur First. J'avais candidaté parce que j'avais une idée de faire une boîte qui mélange le motion et l'IA. Et d'ailleurs, j'avais créé, comme je viens du digital, j'avais créé le site web, la newsletter, j'avais contacté des tas de gens. Et donc, la boîte que j'ai montée s'appelait Aimoki, donc AI, mot pour motion, et Ki pour japoniser, tu vois, le côté un peu animé. Et en une semaine, j'avais récolté genre 500 adresses mail de gens intéressés pour faire le projet. Et j'étais avec un gars qui était docteur en mathématiques, qui faisait de l'IA. Et donc, déjà, j'avais fait une vidéo explicative. Enfin, voilà, je savais pas que ça s'appelait prompt, mais c'était IA plus motion et texte to vidéo, texte to image et tout ça. Excellent. Donc, Après, oh, je te laisse oui. finir. Vas-y, je t'en prie. Et en fait, donc j'ai passé toutes les étapes. Et au moment attends, c'est pas la levée de fonds, mais c'est, attends, comment ils appellent ça? Bon, le moment où ils te disent qu'ils vont te filer de la thune, j'ai arrêté parce que je me suis dit, en fait, je crois que je préfère la production. Je préfère produire, tu vois. Même si l'idée était ultra visionnaire, je me voyais pas forcément
tu vois, avoir ce genre de boîte. Donc, j'ai continué le motion. Et d'ailleurs, quand j'avais lancé le projet, je m'étais fait assassiner par les motion designers. J'avais partagé ça sur des pages Facebook de motion. Tout le monde voulait ma mort. Et j'étais là, bah oui, mais bon, c'est ce qui va se passer. Et T'avais eu le flair, hein, on va dire. ah ouais, complètement. Je suis sûre, on peut trouver encore des trucs. J'avais une newsletter dans J'aime la startup, et un autre truc de start-upper, Madness. Et bon, je continue. Et donc l'IA, ouais, on va dire que c'est depuis l'année dernière que je me suis remise à ça, mais en tant qu'artiste ou motion designer. Et c'est vrai que c'est un peu... moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pris ça en cours. Il y avait déjà plein d'outils et tu sais pas par quoi commencer. T'es un peu perdu et je trouve que quand t'as pas forcément de but, bah tu sais pas trop quoi faire. Et donc il y avait un festival d'IA qui se lançait et bah voilà, la carotte. Ouais, Donc je comprends un très bien. concours. Tu t'es dit, bah, je vais creuser l'IA et je vais participer au concours en pro. Voilà. Et donc j'ai fait mon premier film qui s'appelle The Kiss. Et en gros, je dirais que c'est 80% d'IA, mais aussi 80% d'artisanal. Donc c'est un film à 160%, mais parce que franchement, pour faire quelque chose de bien, moi j'ai besoin de faire quelque chose d'artisanal, sinon c'est trop aléatoire le rendu. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, c'est bien, c'est parfait. Comment dire, je voulais qu'on parle de ce projet parce que justement, j'avais vu une petite vidéo, je crois que tu avais posté sur LinkedIn, où tu expliquais ton process. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup pensent ou utilisent l'IA en se disant que ça va leur faire gagner du temps. Mais toi, tu es l'exemple même de quelqu'un qui va utiliser l'IA et qui va par-dessus refaire de la rotoscopie, redessiner. Comme tu dis, c'est 160%. Donc, à la fin, Oui. euh, comment dire, justement, cette manière un peu singulière que tu as d'utiliser l'IA, comment tu peux l'expliquer? C'est le fait de pouvoir alimenter avec ton propre style et avoir plus de production, mais tu aimes bien revenir mettre de la touche organique avec ta main par-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le processus, par exemple, sur ce film? Ok, moi c'est vrai que ce que j'aime c'est le côté le craft, c'est faire à la main, c'est recommencer tout ça. Et l'IA, moi ce qui me fascine c'est que j'ai entraîné mon style graphique, donc c'est-à-dire que j'ai importé des tas d'illustrations que j'ai déjà faites sur d'ailleurs la plateforme Scilab, plateforme française nantaise, qui m'a permis de faire ça. Et donc, à partir de mes illustrations, je peux en créer des nouvelles qui sont pas forcément euh, parfaites dès le début. Je peux les retravailler. Soit je fais de la modification, de l'editing sur Photoshop, ou même sur la plateforme, il y a un outil d'édition. Et ensuite, je peux animer sur des sites, par exemple, il y a Hailuo, c'est chinois, je crois que c'est Minimax, ou après j'utilise, ou je peux utiliser FreePic et puis je vais regarder ce qu'ils proposent, VO 2, 3. De toute façon, franchement, moi je teste, je pense que c'est comme tout le monde, ça peut être bien pourri jusqu'à ce que ça marche une fois, et puis là tu te dis, allez vas-y, je télécharge cette version. Et après, oui, moi, ouais, comme je disais, moi j'aime l'artisanal. Mon but, c'est pas de prompter, d'appuyer sur un bouton. Le résultat est pas aussi satisfaisant pour moi que d'y arriver au résultat. Donc j'aime bien ça. Et oui, moi mon sujet quand je publie sur LinkedIn, c'est l'IA au service du graphisme, de la vidéo. C'est pas pour nous remplacer, mais moi je dis ça parce que j'aime faire ce que je fais. Peut-être qu'il y en a qui disent l'IA c'est bien pour remplacer, pour aller plus vite, tout ça. Mais ça, pour moi, c'est un discours de capitaliste. Mais oui, pour aller plus vite, c'est trop bien. Mais du coup, il te reste du temps pour faire quoi? Ouais, exactement. Mais c'est super intéressant parce que
justement, là, le but, c'est avec notre rencontre, notre échange, c'est d'essayer de casser un petit peu cette barrière qu'on peut avoir entre, d'un côté, les créatifs pré-IA, avant l'IA, qui faisaient tout à la main. Et encore, on peut revenir en question parce qu'on a tous été, on est formés sur le numérique. On n'est pas non plus des dessinateurs traditionnels à faire du frame by frame. Donc, dans tous les cas, on était déjà assistés par l'ordinateur depuis bien longtemps. Il y avait déjà des outils d'IA intégrés à nos outils. Et puis de l'autre côté, il y aurait une autre partie où ça serait des gens qui découvrent la création d'images et de vidéos que à travers les outils d'IA et qui pensent que ça va absolument, à partir de maintenant, ils peuvent être motion designers, prompteurs, tu vois, comme si c'était... voilà, et je pense qu'il y a toi, ton profil, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'as rien à prouver à personne, de par justement toute ton expérience passée. Oui. Tu en as passé du temps à créer des vidéos, créer du graphisme et des vidéos. Et là, maintenant, tu utilises l'IA et c'est pas pour autant que, comment dire, tu oublies tout le savoir. Et si tu utilises bien l'IA et que tu arrives à en tirer quelque chose d'intéressant, c'est parce que tu as tout ton univers graphique que tu as commencé à créer bien avant et que tu peux venir utiliser. Et l'IA devient un outil que tu intègres dans ton univers. Et je trouve ça dommage parfois d'être trop clivant, tu vois. Moi, je suis un peu la Suisse là-dessus. J'ai pas d'avis prédéfini, tu vois. J'aime tellement créer, comme tu l'as dit avant, que finalement, je crée plus rapidement que l'IA. Ça paraît bizarre, mais à chaque fois que j'essaye d'utiliser des outils, par exemple, génératifs, et ben finalement, ça me m'aide pas tellement parce que j'arrive à le faire plus rapidement seul. Par Hmm. contre, des tâches que j'aime moins faire et où je suis beaucoup moins performant, c'est bête, mais tout ce qui va être MML, écriture, rédaction, tu vois, tu réponds à un appel d'offres où tu dois générer du texte, c'est tellement, pour moi, en tout cas, ça va le faire mieux que ce que je ferais au préalable. Également, pour venir upscale, j'utilise Topaz ou maintenant il y a d'autres outils. Depuis dernièrement, Photoshop, je crois, le fait. Et puis demain, ça sera directement sur Premiere ou After Effects, d'avoir des options d'upscale, de pouvoir travailler au quart avec moins de framerate. Il y a plein d'outils. On peut se servir de ces différents outils dans notre travail. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues en disant ah, l'IA, de toute façon, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est quand même là pour rester. Et ça peut nous permettre d'avancer certaines productions. Oui. Moi, ça peut me permettre de faire des projets plus gros que j'aurais pas pu faire avant. Je travaille sur des Ouais, écrans bah, légers. moi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'entraînement de mon style graphique. Il y a aussi, par exemple, moi, j'avais déjà bossé sur une vidéo. C'était, oui, le style, c'était aquarelle. Donc, j'avais fait les aquarelles. J'avais fait quelques aquarelles sur Photoshop, côté avec les brushes. Et là, récemment, j'ai eu un client qui voulait de l'aquarelle, mais il n'y avait pas énormément de temps. Et ben c'est vrai que avec l'IA, j'ai pu générer des choses, des illustrations de style aquarelle et ensuite animer à la mano ou alors pareil avec une IA. Et ça, c'est vrai que c'est un gain de temps. Mais il y a quand même le côté motion. Parce que tu vas ton aquarelle, faut enlever le fond, faut peut-être détourer les jambes du personnage si t'arrives pas à l'animer correctement avec une plateforme. Donc pour moi c'est vrai que c'est important. Et là je travaille sur une grosse tournée et il y aura du mapping. Enfin non c'est pas du mapping pardon, c'est de la projection sur du tulle et puis en fond. Et en fait, il y a énormément d'assets à faire, sauf que l'artiste a pas forcément un budget gigantesque. Donc, mon style graphique, là, je suis en train de l'entraîner pour aller un peu plus vite que prévu. Donc, il y a le côté, oui, gain de temps, et après, le côté, ça peut m'apporter d'autres pistes. Et ce que j'aime bien aussi avec l'IA, c'est que je peux faire des choses que je ne sais pas faire, c'est-à-dire par exemple la 3D, c'est pas mon truc. Et comme mon travail c'est aussi de la rotoscopie, et ben imaginons je veux zoomer dans la bouche de quelqu'un et après on arrive sur un toboggan. Moi avec l'IA, au lieu de le faire en 3D, de modéliser un truc, faire passer une caméra, avec l'IA, je peux faire une frame, première frame, dernière frame, et après faire ça. Et après, moi, je fais ma petite roto et tout. Donc moi, ça peut. Enfin, je trouve que le champ des possibles est énorme. Mais oui, on peut bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Exactement.
Mais c'est Mais je fais intéressant pas de d'avoir. prosélytisme, je dis pas faut faire l'IA. Moi, je dis c'est trop bien pour moi pour faire ce genre de choses. Mais je veux pas Mais faire bien non sûr, bah, je pense que le message est clair, hein, et puis c'est très bien d'avoir ton retour parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu es motion depuis longtemps et simplement tu utilises ces outils. Et moi, d'avoir justement un retour sur ton utilisation, je trouve ça intéressant. Ça peut m'évoquer des idées de me dire, tiens, dans un futur projet, peut-être que je pourrais utiliser tel ou tel outil de telle ou telle manière, plutôt que de se fermer complètement. euh, c'est aussi, voilà, il y a un piège. Et je pense que ce qui nous gêne en tant que créatifs, c'est les marketeurs qui vont poster, comment dire, des choses en disant le métier de graphiste est mort, le métier de motion designer est mort, juste parce qu'ils ont vu VO3, ils n'ont même pas testé eux-mêmes et ça génère une vidéo et tu te dis ouais, mais heureusement que notre métier, c'est pas que ça. Hein. Parce que oui, bah enfin, oui. c'est vraiment méconnaître le métier que de penser que VO3 ça remplace le métier de motion. C'est tout au plus ça va servir à faire quoi? À faire des banques d'images pour des fonds de vidéos YouTube. Et puis d'ores et déjà, on voit quelques récurrences, même si ça s'améliore et tout. C'est pas comme ça qu'on rend quelque chose d'identifiable, de remarquable. Tu vois, et justement, toi, dans tes créations, finalement, ça reste ta patte. Ça peut être après pour d'autres styles, tu peux varier. Hein. Justement, ça peut te permettre d'utiliser, d'aller vers d'autres styles. Mais concrètement, c'est pas la même chose quand c'est un professionnel qui utilise un outil d'IA que quand c'est les plus beaux exemples que j'ai vus, c'est entre autres les tiens, entre autres d'autres motion 3D qui eux. Mais oui, non, mais c'est vrai, et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Je sais que dans un bureau pas très loin, bah, juste en fait dans mon bâtiment, Ouais. euh, il y a son nom m'échappe là, mais un motion 3D qui est vraiment très avancé, un senior qui lui bah, se sert de ces d'outils IA pour simplement venir proposer ses idées. C'est dans la phase de pré-production. Après, il va tout reconstruire en 3D parce qu'il est à l'aise avec ça. C'est juste que ça lui permet de pouvoir montrer ses idées plus rapidement au client, de faire valider plus rapidement les choses avant de venir monter une scène 3D complète avec un rig de caméra, des textures, Mmh. des lumières, enfin, on connaît l'histoire. Et donc finalement, lui, bah, ça lui permet de pouvoir ouais, vendre son idée plus rapidement au client. Donc chacun peut utiliser ses outils de sa manière. Et toi, franchement, c'est intéressant et je pense que ça vaudrait le coup d'aller sur un tutoriel un jour sur la chaîne où tu nous montres comment tu fais, ou tu vois, un Ah petit mais avec workshop. plaisir, je le fais volontiers. Mais oui. Et puis voilà, ne lancez pas de tomates sur Elsa, s'il vous plaît. Ça sert à rien de se faire Ça la guéguerre entre suffit! nous. Ça suffit. Au bûcher! C'est ça, exactement. On n'est pas, voilà, on n'est plus au Moyen Âge. C'est plus la chasse aux sorcières là. C'est pas utiliser l'IA, c'est pas non plus un gros mot. Voilà. De toute façon, je pense que on va vite en revenir. Dans tous les cas, il suffit de voir les dernières campagnes publicitaires. Je voyais un truc passer pour Carrefour, c'était full IA. Il y a plein de studios de motion qui utilisent l'IA, c'est juste qu'ils vont pas l'admettre. Ils le disent pas. Euh, Ils le disent pas vraiment, mais dans le processus, ils utilisent énormément d'IA. Donc maintenant, c'est plus une question de savoir qui utilise l'IA, c'est plutôt comment on l'utilise. Et, euh, et dans tous les cas, alors là, Il y a je fais ceux une qui petite. utilisent l'IA et il y a ceux qui le disent pas. Exactement, c'est tout à fait vrai. Et justement, moi, j'écoutais hier, je crois que c'est sur la chaîne secondaire de Bastille UI. Il utilisait la nouvelle option, je crois, dans la bêta de Photoshop, tu as Harmonize qui te permet de pouvoir intégrer plus facilement des éléments sur Photoshop. Donc, admettons, toi, je t'intègre dans un décor, puis ça va directement, grâce à l'IA, utiliser les bonnes réflexions, les bonnes lumières. En tout cas, ça va prendre en compte l'image qui est derrière. Donc, c'est quand même assez intéressant. Trop Et stylé. ouais, je vous invite à regarder cette option Harmonize sur Photoshop Beta. Et j'étais assez d'accord avec Basti qui disait, il disait que Photoshop, et moi je le prône depuis le début, c'était le meilleur outil finalement d'IA. Il y a plein de nouveaux outils IA qui soi-disant sont des Photoshop killers, mais la vérité c'est qu'avoir quand même ces réflexes avec des layers Ouais. sur Photoshop, c'est quand même génial parce que plus rapidement, en tant que graphiste, lui, il pouvait corriger des petits trucs, il n'avait pas besoin de régénérer un prompt. Et en fait, je trouve que tous les outils qu'on connaît déjà comme Photoshop, After Effects, Illustrator, bah, quand ils implémentent de l'IA, c'est très performant. Et moi, ça me donne pas du tout envie d'aller payer une nouvelle licence pour un outil où j'aurais besoin de régénérer à chaque fois des choses plutôt que d'affiner, tu vois. Et,
Et justement, toi, au niveau des outils que tu as utilisés, est-ce que c'est des outils qui sont toujours payants avec de l'abonnement ou est-ce que tu arrives à trouver des choses open source? Parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'outils, on peut pas payer des abonnements pour tout. Comment tu t'en sors là-dedans? Quand j'ai eu besoin de créer des illustrations ou de la vidéo, bon bah j'ai dépensé de l'argent, j'ai vu ça comme un investissement. Donc c'est vrai que je me suis fait 2 mois à 300 € par mois quand j'ai fait mon film là, The Kiss. Après, par exemple, j'ai utilisé Syllab et maintenant je suis creative partner chez eux. Donc un peu, je suis une de leurs ambassadrices, donc et je peux bénéficier de certains de leurs services. Donc ça c'est cool. Et ouais, après c'est vrai qu'à chaque fois t'es à 20 €, 30 €. En plus tu sais que t'as le mois gratuit, mais t'oublies d'annuler le truc dès le premier jour. Puis là t'as reçu la notification de retrait un mois plus tard de débit. T'es là, Voilà, ok. et tout le monde se fait grignoter un mois. Ah ouais, ouais, ouais. Et ils ont compris le truc. Et non, bah franchement, oui, c'est un. Ouais, faut pas que ce soit tous les mois comme ça, mais bon, si c'est nécessaire. Après, c'est. En fait, je vais pas trop me casser la tête à me dire bon, c'est quoi le truc gratuit? Je vais plutôt aller droit au but. Bon bah, c'est celui qui marche le mieux, c'est celui-là. Bon bah, si c'est 30 €, c'est 30 €. Mais tu as raison, de toute façon, après, ça s'intègre dans un budget de production d'un projet. Mm. Tu peux facilement le rentabiliser. Tu fais un projet, limite, tu Bah peux avoir oui. l'abonnement pour l'année. Il est déjà payé à l'intérieur du projet, et Ouais. puis tu l'as Et pour puis le reste de l'année. et puis souvent c'est parce on m'a recommandé un outil et donc je me dis bah si je galère bah cette personne pourra peut-être me donner des conseils. Donc autant prendre quelque chose qui est peut-être un peu plus euh, Mais alors reconnu que justement, les autres. si tu devais nous présenter tes 3 outils préférés, d'intelligence artificielle, ça serait lesquels? Ok, Les et premiers. ben alors Syllab, moi j'ai entraîné mon IA, enfin mon modèle là-dessus. Donc et en plus ce qui est trop bien c'est que tu peux écrire en français. Donc ça fait bien le truc. Ensuite, FreePic, j'utilise pas mal parce que ça permet de tester plein d'outils. Mais alors là, les crédits, ça descend à fond. Et je sais pas pourquoi, mais j'utilise pas mal Hailuo parce que j'ai commencé par ça. Et donc je continue. Et je sais pas si j'utilise d'autres choses. Ouais, écoute, Non, je crois que déjà, c'est si c'est les 3 que tu utilises le plus. Pour revenir un tout petit peu sur FreePix, si j'ai bien compris, FreePix, il permet de pouvoir en fait tester et utiliser genre VO3 à l'intérieur de FreePix. C'est comme, j'ai l'impression, c'est ça, c'est que tu peux l'utiliser comme tu payes l'abonnement FreePix, mais tu as accès à plusieurs outils d'IA. En fait, tu as des crédits, je sais pas, tu achètes 3000 crédits et à chaque fois que tu utilises une IA qui génère de l'image, ça va te prendre, je sais pas, 10 crédits. Si t'as un batch de 4 images, bah ça va faire 4 fois plus. Mais par exemple, VO3 est super gourmand, du coup, tu vas pas utiliser ça, tu vas utiliser, euh, je sais pas, autre chose. Enfin, là, il y en a un qui s'appelle, je crois, Seedance, qui était pas mal et qui est pas cher. Et donc, voilà. Mais Intéressant. De toute façon, les outils, il faut s'attendre à ce que l'IA, dans un premier temps, à mon avis, ils sont vraiment pas chers comparé à ce qu'ils coûtent. Parce que le but, c'est d'avoir le plus d'utilisateurs possible. Là, c'est vraiment le mais, Far West entre les outils IA. ouais, La plupart des boîtes, ils vont la rester grande qu'un. majorité, voilà, à la fin, il y aura Google, il y aura sûrement OpenAI, il y aura Adobe, mais les autres, pour se démarquer, c'est la grande bataille là. C'est la terre du milieu, c'est les orques contre les Uruk-hai contre les nains, et les elfes, etc. Là, ça se bat très fort. À mon avis, la plupart des outils vont disparaître. Personnellement, ma stratégie de veille dans les outils d'IA, c'est de me mettre sur des forums type Reddit ou Facebook, même des groupes Mmh. Facebook, de suivre Insta aussi, hein, tu peux suivre des pages, et c'est de faire de la veille. Je laisse les gens perdre du temps à tester le dernier outil à la mode. À ta place. J'ai vraiment, et ça veut dire que juste je regarde et je vais mettre de côté quand je vois un outil qui est bien utilisé, quelqu'un qui va bien utiliser tel ou tel outil et que ça attire ma curiosité ou je vois du potentiel que je pourrais implémenter dans mon travail, là je mets de côté. Ouais. Et je sais pas si toi tu l'as déjà utilisé, mais j'ai Moi, je suis l'impression sur qu'il y a un... Discord. T'es sur Discord. Ah bah c'est une bonne. Bah si t'as des Discord intéressants, je veux bien les avoir sur cette thématique
Ouais. Faudrait qu'on se connecte justement. On pourra le mettre en description de la vidéo si c'est Ouais, ouvert à tout. carrément. Ça peut être très chouette Je sais de pas partager. comment on log dedans. Je suis pas sûre de pouvoir faire entrer des gens, mais je peux envoyer le lien, ouais. Ouais, au moins envoyer le lien, tu vois, Ouais, évidemment. ouais, carrément. Mais ça serait que chouette, justement, Mm. typiquement des serveurs Discord. En fait, c'est laisser les gens tester tous les derniers outils, parce que je pense à ça au début de l'IA. Au début de l'IA, c'est un grand mot, mais il y a même pas 2 3 ans, le nombre de personnes qui ont essayé de rôder Stable Diffusion, et finalement, bah, j'ai envie de dire, c'est pas, peut-être que je connais pas assez l'outil qui permet plein de trucs que je maîtrise pas, mais il y a tellement d'autres outils plus ergonomiques qui sont arrivés par la suite que je me demande en fait, le résultat Stable Diffusion, il a déjà vieilli. Le fait de partir d'un prompt Midjourney et de venir l'animer avec Stable Diffusion, maintenant Midjourney permet directement la vidéo, il n'y a plus tellement d'intérêt. Et donc en fait, c'est éviter de perdre son temps à aller courir après le dernier objet brillant. Et il y a beaucoup de marketeurs qui voient dans l'IA enfin leur fantasme de se débarrasser des graphistes et des motion, qui voient que le côté court terme et qui se rendent pas Obligé. compte. Voilà. Et eux, en l'occurrence, certains, ils pourraient mériter, à mon sens, d'être de. Mais c'est qu'en fait, ils courent après l'objet brillant. Et c'est là où il faut prendre aussi du recul. Et parmi les outils, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là pour rester. Bien sûr, il y a OpenAI, leurs différents outils, même si Sora, moi, j'ai trouvé ça assez calamiteux dans mes premiers essais. Ouais. Franchement, j'y suis pas retourné parce que c'était vraiment horrible. Par contre, Oui, oui. Runway, Oui. franchement, là, pour le coup, je pense que ça devient de plus en plus un concurrent sérieux quand on voit tout ce qu'ils peuvent faire au niveau justement rotoscopie vidéo, intégration, tracking. Finalement, il résout pour les effets spéciaux, je trouve qu'il est très intéressant. Moi, c'est pas mon cœur de métier, c'est pour ça que je l'utilise pas vraiment, mais j'ai l'impression que Runway est vraiment un outil qui perdure et qui est là pour rester. Donc c'est ça, c'est faire le tri. J'espère que Mhm. Scilab, dont tu nous parlais, surtout si c'est des Français qui sont nantais, on leur souhaite de trouver leur public et de rester, tu vois, grand plaisir. Mais voilà, tu vois, il y aura que un petit nombre d'outils qui à la fin vont survivre, parce que si les gens ne sont pas prêts à payer, c'est facile d'attirer les gratuistes, mais par la suite, après, il faut des abonnements. Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est super, et ça fait déjà un petit moment qu'on parle. J'ai encore quelques questions pour toi, si ça te va. Vas-y. Parce que j'ai l'impression, voilà, c'est super intéressant, on pourrait en discuter encore pendant des heures. Moi, j'aimerais voir, c'est avec toi, c'est comment des projets expérimentaux comme tu as fait The Kiss, c'était un projet plus expérimental, si j'ai bien compris, un projet personnel. Comment tu arrives, et ça, moi, je trouve que tu as l'air très forte là-dedans, c'est comme tu nous as un petit peu expliqué avant, c'est tu arrives à se servir d'un projet personnel expérimental et de le convertir en commande. Tu vois, par la suite, à donner envie à des compagnies de faire appel. Parce que si je me trompe pas, dernièrement, en utilisant ce que tu as appris sur ce projet, j'ai l'impression que tu as travaillé pour Adidas. J'ai vu certains Non, projets de publicité. ouais, mais ça c'était avant. Attends, C'était avant. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que les derniers mois sur LinkedIn, j'ai mis pas mal de projets que j'avais fait, qui soient récents ou moins récents. Et on va dire que les récents, c'est ce que j'ai beaucoup montré, c'est mes tests IA plus Photoshop, After Effects, parce que mon objectif, c'est d'avoir des projets qui sont artistiques, avec ma patte graphique, et pouvoir aussi utiliser l'IA. Et donc c'est pour ça que je poste ça aussi, c'est pour aller vers ça. Mais c'est génial. Ce qui est intéressant, en fait, ce que je trouve, c'est que tu réfléchis vraiment à ton positionnement. Ouais. Et ça, c'est super important. Est-ce que tu peux nous... Parce que moi, j'en parle à mes élèves, je leur dis, il faut se positionner. Ça ne veut pas Ouais. dire que tu coupes des opportunités. Au contraire, tu deviens visible dans un domaine précis. Est-ce que tu peux un petit peu approfondir comment toi, tu te positionnes et à quel point Ok. ça peut être Et intéressant ben, c'est vrai que j'ai pataugé un peu pendant quelques jours, parce que en fait, évidemment que ce qu'on voit, c'est de moi, c'est souvent le côté un peu artistique, ma patte graphique.
Mais la réalité, c'est que 80% de mon boulot, comme je pense beaucoup de motion, c'est du corporate, c'est un peu flat design, un petit peu de collage, des typos, des aplats, et voilà. Et donc, je communique moins là-dessus parce que j'en suis un peu moins fière aussi. C'est donc quand je poste des trucs qui avec ma patte graphique, c'est parce que j'ai envie d'aller vers ça. Mais en même temps, il y a moins d'opportunités parce que c'est un peu niche. Et communiquer sur du corporate, il faut vraiment sélectionner ce qui est montrable déjà en termes de droit, parce que c'est pas toutes les entreprises qui sont ok pour communiquer dessus. Et puis ceux qui te rendent aussi un peu fiers. Et c'est un peu plus rare que mes projets niches. Donc ouais, le positionnement, pour moi, ça a été une difficulté. Et donc, je me suis dit, bon, rien à faire, il faut oser. Je vais même mettre mes projets corporate. Et même quand j'écris, en fait, je me dis, je suis motion, mais je suis commercial. Et personne va me faire bosser si je me vends pas. Donc au début, c'est un peu... j'ai un peu pris sur moi, j'avais vraiment l'impression d'être une marchande de tapis. Et puis je me suis dit, on s'en fout. Hein. Non, on s'en fout. Ouais. Et puis, SO aux vendeurs de tapis. J'ai un très bon pote qui vend des tapis iraniens, d'ailleurs, sur Paris. Je vous donnerai l'adresse si ça vous intéresse. Mais clairement, il faut savoir se vendre. Et c'est super important. C'est vrai qu'au début, c'est pas naturel. On est des créatifs. Ouais, effectivement, la première fois que tu essayes de toute façon, la première fois que tu négocies, la première fois que tu envoies un devis, la première fois que tu parles de ton travail d'un point de vue un petit peu commercial, tout de suite, on n'est pas très à l'aise. Mais c'est quand même une compétence importante à travailler parce qu'en fait, personne ne va le faire mieux que vous-même pour vous-même. Alors, c'est bien d'avoir des agents, mais en vrai, il y a que toi qui sais, t'es la personne la plus à même de parler de ton travail, de tes compétences. Donc, il faut se forcer un petit peu. Je sais que c'est pas facile, mais sans être justement dans des... Il y a des posts LinkedIn qu'on voit tous, justement, qui sont pas très personnels, en fait, qui sont rédigés par des IA, qui sont tout le temps... et d'ailleurs, qui sont mal positionnés, hein, parce que des motions qui vont chercher à parler à des motions, alors que ce qu'ils veulent, en fait, c'est toucher des clients de compagnies, Oui, des décisionnaires. Ça, c'est un très mauvais positionnement que je vois fréquemment sur LinkedIn. bah C'est de oui, faire des... oui, oui. En fait, c'est ça. Moi, c'est vrai que je garde en tête, je me dis, euh, si je montre un travail, il faut que je m'adresse à ma cible. Et ma cible, c'est qui? C'est un directeur marketing, un chargé de prod. C'est pas, je sais pas, c'est pas le stagiaire motion à qui je vais apprendre comment faire une animation de typo. Alors oui, le directeur marketing peut dire, ah, elle est sympa son animation de typo. Mais, mais c'est pas facile parce que comment on s'adresse à ces gens-là? C'est vrai, c'est pas facile. C'est dire quoi? Regardez cette vidéo incroyable, j'y ai passé que 2 jours. euh, c'est Après, tu peux parler sur des résultats aussi. Je prends l'exemple, tu fais une vidéo explainer ou une animation, je sais pas, pour une marque, pour son branding. Si tu es capable de mesurer peut-être le nombre de vues, c'est bête, le nombre de partages, certains retours, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Effectivement, il faut toujours penser quand on écrit quelque chose et quand on communique sur les réseaux, c'est à qui je m'adresse. Et on Une peut... fois, j'avais fait un truc, mais j'avais un peu honte en le faisant, mais je l'ai fait quand même parce qu'on m'avait donné ce conseil de marchand de tapis. C'était des avis de clients et j'avais screenshoté. J'ai fait une capture d'écran d'un avis client que j'avais un peu remis en page sur Photoshop. Et vraiment, le texte était voilà ce qu'un client a dit de moi. Mais en même temps, franchement, ça marche quoi. Enfin, ça marche. C'est pas immédiat évidemment que c'est pas après un message comme ça qu'on va avoir 3 clients. Mais mais finalement, c'est comme quand tu vas au resto. S'il y a 5 sur 5, t'y vas. Exactement, ouais. Si tu vois une terrasse remplie, tu auras envie d'y aller. Bah ouais. Ça prouve que le lieu est sympa et en fait, tout le monde veut plus ou moins la même chose.
c'est bon, la psychologie humaine, on pourrait en parler des heures, mais elle n'a pas changé, hein. C'est finalement la validation des autres nous amène à nous-mêmes valider quelque chose. Donc, avoir des témoignages clients, moi je le fais hein, pour mes formations, tu vois, mais c'est comme je m'adresse pas de la même manière quand je prends la casquette, je gère mon studio de mapping, de motion design, que le côté je suis formateur en motion design. Et par exemple, je trouve que pour les formations, c'est très intéressant pour les gens qui se posent des questions, est-ce que telle ou telle formation est faite pour eux, Oui. d'avoir un témoignage client d'une personne. Parfois, c'est des DA seniors ou des gens qui ont déjà de l'expérience. Ils se demandent, est-ce que ça va être trop débutant pour moi? Bah, quand ils ont un témoignage de quelqu'un qui dit, bah, moi, j'étais dans la 3D, mais j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont permis de m'améliorer sur tel ou tel soft. Bah, là, c'est concret, tu vois, tu viens informer. C'est ça aussi qu'il faut voir. Le témoignage client, il est là aussi pour informer de futures Mais je personnes, pense peut-être. qu'aussi, ce qui se passe, c'est que si tu prends, je sais pas, un commercial de climatisation qui vend les bienfaits de la clim ou de sa boîte, bon bah il y a pas de souci parce que tout le monde fait un peu ça. Mais c'est vrai que quand t'es un graphiste ou un motion, si tu te vends et en plus publiquement, et ben il y a un petit côté, bah oui, tu te démarques par rapport aux autres parce que les autres osent pas ou ils ont ce sentiment de pas avoir à le faire. Donc c'est vrai que quand toi tu le fais, t'as l'impression de dépasser une limite. Ouais, c'est quelque chose que tu as pu ressentir, toi, vraiment. Mais Ouais. est-ce que tu l'as vraiment ressenti dans le sens où tu as vu des choses qui prouvaient ça, des gens qui t'ont fait des remarques, ou est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que créatif, on est tellement pas à l'aise avec le fait de se vendre qu'on se met des barrières mentales? Je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, alors moi, je pense que je le fais parce que je suis assez entreprenante dans, je suis voilà. Mais après, ouais, je me suis pris des remarques, ouais, carrément. On m'a dit ah ça y est, tu deviens influenceuse parce que j'ai fait deux trois tutos, voilà, ou alors parce que j'écrivais régulièrement sur LinkedIn. Ouais, j'avais eu un hater, mais en fait, je m'en C'est fiche, quoi. fou. C'est fou. Moi, on m'a jamais sorti ce truc-là. En tout cas, on n'a jamais osé me le dire de manière frontale. Alors que toi, tu fais 2 tutos sur LinkedIn et on te dit influenceuse. En plus, j'imagine, c'était dit d'une manière péjorative, tu vois, comme quoi on te mettait dans la catégorie des gens qui vendent leur âme, quoi. Euh, Non, je sais pas, c'était pour me. Non, c'était pas méchant, c'était sarcastique. Peut-être parce c'est- que j'ai jamais vraiment communiqué avant. Tu vois, tout. Moi, je marchais toujours au bouche à oreille. Là, j'ai décidé de communiquer à fond pour que ça m'amène peut-être des choses différentes aussi de ce que j'ai déjà. Je vais voir ce qui se passe. et est-ce que ça, c'est des choses, j'imagine, que tu as plutôt entendu en France plutôt qu'à l'étranger, où Le côté l'entrepreneuriat. influenceuse, là, euh, bah, j'en sais rien parce que en fait, je vais te dire, depuis que je suis à mon compte, donc depuis 2013, 2014, j'ai jamais vraiment communiqué. Ou si tu regardes mes posts LinkedIn, avant c'était peut-être un tous les 6 mois et regardez ma dernière vidéo de like. Mais je pense comme plein de gens en fait. Donc Oui, exactement. donc je peux pas comparer. OK, OK. Non, mais ce que je voulais Compliqué. dire, c'est que, ce que je remarque, c'est que souvent dans les pays plus anglo-saxons, c'est pas grave, le côté entrepreneuriat, il est Mm. très accepté et on sait que, bah, tu es obligé d'aller démarcher parce que tant mieux si au début de carrière, tu as eu un super momentum, tu as été forte dès le départ, tu as eu des belles opportunités et puis tu as pu capitaliser là-dessus. Mais la vérité, c'est que quand tu fais une carrière, surtout dans le milieu créatif, on fait des carrières pour rester quand même et travailler notre vie là-dedans. Donc il y a des moments un peu plus creux et c'est là où bah, justement avoir des compétences pour des marchés, c'est intéressant Ouais. et c'est nécessaire. Et on le dirait pas, je veux dire, un boulanger qui ferait de la publicité, on le reprocherait pas de faire de la publicité. Mais Tu oui, et vois. puis, enfin, je veux dire, moi, je pense que c'est vraiment indispensable pour se créer de la nouveauté aussi. Moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouveaux projets qui me stimulent, parce que je me lasse assez vite. Et communiquer,
c'est communiquer ce que j'ai envie de faire, c'est communiquer potentiellement un rêve, c'est communiquer ce que j'ai déjà fait. Donc si je l'ai déjà fait, je peux aussi peut-être le refaire ou faire mieux ou avec d'autres gens. Tandis que, en fait, moi j'ai remarqué que plus je communiquais, et pas forcément faire son autopromo sur LinkedIn, mais plus je réalise mes projets et mes rêves, parce que en fait ça part d'une idée, ça part de mots, à quelqu'un qui a peut-être rien à voir avec le truc, mais il va le répéter à quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus concerné, et puis il va y avoir une émulation et quelque chose va prendre vie en fait. Mais c'est génial. Là, tu me fais la transition parfaite. C'est une question que je pose toujours justement vers la fin de l'interview. C'est, tu parles de rêve, et pour toi, ça serait quoi ton projet de rêve? Justement, appelle, allez, on va faire du développement personnel. Genre, lance une bouteille à la mer. Qui sait où Théo va finir, et qui sait qui va t'amener peut-être à ce projet de rêve. Donc, quel serait ton projet de Je rêve? suis le Tony Robbins du motion design. C'est ça. Alors moi, j'adorerais faire un film, un court-métrage entièrement en IA. J'ai déjà la thématique. Ce serait une petite fille qui a des rêves, qui est insouciante, et en fait, ça se passe pas comme prévu, mais ça se passe bien quand même. Et j'aimerais trop gagner Annecy en tant que réalisatrice. Ok. Écoute, voilà, Tout maintenant tu l'as simplement. dit. Maintenant, tu l'as dit, et tu vas pouvoir, tu vois, te concentrer, le visualiser et travailler dessus. Tu as déjà été à Annecy, tu as déjà eu un prix, c'est déjà énorme. Et là, y retourner avec avec ton propre film, c'est tout ce que je te souhaite. Mais c'est Euh, pas que ça, j'aimerais aussi, là c'est pour le côté un peu solo, individuel, mais j'adorerais avoir un crew de gens un peu comme moi, freelance, motion, graphistes, qui sont super motivés. Euh, Par exemple comme Raphaël Bluzet, enfin d'autres, voilà. Ben oui, c'est vrai. On l'avait rencontré justement à l'apéro. Ben, j'avais organisé un apéro motion en fait en décembre ou janvier, Ouais, je sais plus. janvier je crois. C'était la dernière fois qu'on s'était croisés, et il y avait Raphaël à qui on passe le bonjour. D'ailleurs, Ouais, il sera le bonjour bienvenu Raphaël. ici. Voilà, Super Motion, qui fait beaucoup de spectacles, de shows et tout. Donc, on a Ouais. ces points communs les uns les autres. Ok, bah ça c'est carrément possible. Donc, faut se faire déjà connexion sur Discord entre. Tu Ouais. peux créer ton coup déjà avec un petit serveur, un petit truc. Faut vraiment qu'on Mm, fasse ça. Si tu m'acceptes dans ce. mm. Je dans ce t'accepte. Discord. Mais sinon, en tout cas, tu peux le faire de ton côté et créer, créer ce crew. Mais c'est super intéressant. J'ai encore deux petites questions et après on va Allez, s'arrêter là. oui. Ça serait comment tu verrais justement l'avenir du métier de motion designer, euh, genre dans les 5 à 10 ans. Est-ce que tu as une intuition peut-être, quelque chose à l'instant T qui te fait dire que ça pourrait aller vers ça? Ah, c'est pas facile parce que tout va tellement vite avec l'IA. Je sais pas. Moi, je pense que il va y avoir peut-être un grand bond technologique où on va se dire les graphistes, les motion designers, ils sont moins utiles qu'avant. Mais je pense que comme tout va être beaucoup plus simple dans la création de visuels, bah tout va level up. Donc, pour que les contenus se distinguent, les marques se distinguent, je pense qu'il va y avoir un retour au traditionnel, à l'artisanal. Moi, c'est ma théorie. C'est que là, on se dit c'est génial l'IA, sauf que un visage, tous les visages sont lisses, il y a zéro pore, il y a la fossette dans le menton et tout ça. Et je pense qu'après, on va se dire mais en fait, on veut du tel artiste, tel artiste. Pour moi, c'est un peu ça. Alors dans 10 ans, j'en sais rien, mais je pense qu'il y aura plus cette hype. C'est ma théorie. Mais je suis. Donc moi, j'encouragerais les gens qui, je sais pas, les jeunes qui ont 16, 18, 20 ans, qui sont un peu dégoûtés parce qu'il y a l'IA, et du coup ils se disent ah, ça sert à rien de dessiner, ça sert à rien de ça. Moi, je dirais, je suis pas sûre, quoi. Il pourrait y avoir un retour. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Vraiment sur ce point de vue-là, je vais faire un parallèle par exemple avec la musique. Le fait que le vinyle, tu vois, la qualité des vinyles, Ouais. ça a jamais été remplacé finalement par le CD ni le digital.
il y a une niche. En fait, je viens d'une famille d'imprimeurs et dans le tas, j'ai plein de caractères typographiques. On a une presse à la maison. Bon, on s'est débarrassé de machines, mais je le sais que dans le domaine du luxe, par exemple, c'est sûr que l'industrie de l'imprimerie est comment dire, complètement digitalisée. Il y a beaucoup moins d'imprimeurs qu'avant. Par contre, pour certains domaines comme le luxe, quand tu as la maison Dior qui veut envoyer des cartons d'invitation, ils vont faire quelque chose de vraiment du print avec vraiment des embossages, je sais pas, voilà, vraiment des papiers avec un grammage très luxueux, des impressions vraiment qualitatives parce que ça les représente. Et le truc, c'est que je pense que le motion quand même fait par de l'humain, euh, effectivement, peut-être que on va dire le flux, la quantité, la masse de production pour les motion va baisser. Par contre, pour qui sera un peu dans certaines niches, tu te démarqueras parce que tu feras de la production qui sera vraiment qualitative. Et tu vois, je prends un exemple de stop motion type Wallace et Gromit. Mais le simple fait que cette histoire, tu saches que c'est des humains derrière qui ont passé des heures et des heures à animer de manière traditionnelle, ça donne beaucoup de poids en fait à cette animation versus tu refais la même chose sous Blender ou surtout en IA, ça aura beaucoup moins d'impact en fait. Le temps passé, ça donnera aussi de la valeur aux choses parce qu'il va y avoir un flux de vidéos, donc Ouais. ça va perdre le coût moyen d'une vidéo va baisser. Ça, c'est certain. C'est sûr que le fait de faire une pub packshot en 3D, le coût, il va devenir quasiment très bas, en fait, parce que tu as plein de moyens de le faire, notamment avec des IA, et ça va coûter rien du tout. Par contre, ça sera des abonnements. Par contre, ça sera fait par des gens qui ne maîtrisent pas forcément la vidéo. Et donc, en fait, tu auras des choses qui seront très génériques. Et moi, je trouve quand même que parmi les productions actuellement, les marques, il faut qu'elles fassent très attention. C'est que en utilisant l'IA un peu de manière approximative, je trouve que ça fait très très cheap. Oui. Et elles desserrent leur image de marque. Oui, complètement. Et c'est là où il faut que derrière, on s'en fiche que ça soit fait avec de l'IA, du Blender ou n'importe quel soft. Ce qu'on veut, c'est que ça marche en fait, que ça soit bien. Oui, oui. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'agences qui font se tête baissée là-dedans en disant ouais, on est des agences IA, on vous fait des vidéos à moindre coût et tout, mais elles se tirent une balle dans le pied parce que c'est tellement facile après d'avoir quelqu'un en interne chez l'annonceur qui va utiliser l'IA et en fait, je suis désolé, mais les stratégies des agences de com, ChatGPT le fait aussi bien qu'eux. Et vu qu'elles Moi, ce produisent qui me pas de... fait marrer, c'est qu'il y a des clients ou des marques, je sais pas, par exemple sur Malte, je suis contactée et ils me demandent des choses, des vidéos, et ils disent en IA. Et je suis là, mais attends, il y a encore 2 ans, on me disait pas, fais une vidéo en After Effects. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais en fait, on s'en fout de comment c'est fait. C'est juste, bon, t'as quoi comme budget? Et puis oui, on fera peut-être de l'IA si t'es fauché. Voilà, c'est ça. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on n'a pas de budget Ouais, c'est pour plutôt, c'est payer... pas l'IA, c'est on est fauché, on veut faire des trucs stylés, et après tu leur donnes un prix, et ils deviennent un peu méprisants. Et t'es là, mais si c'est trop cher, fais-le. Si c'est facile. Voilà. Bon, ben, c'est super intéressant parce que c'est vraiment moi aussi le tech que j'avais, c'était vraiment de se dire que pour l'instant, l'IA, je suis désolé, mais en fait, moi, ça concurrence pas du tout mes clients. En fait, les clients qui veulent de l'IA, c'est des gens qui n'avaient pas de budget pour du motion design avant. C'est des Oui, clients cheap. oui, qui pouvaient Et pas s'offrir déjà à la base. exactement. Bon, après, il y a des grosses marques qui utilisent l'IA, mais il y a du travail derrière, en plus. Voilà, et au final, elles continuent d'aller voir une agence de type Publicis. Je prends l'exemple de Carrefour, là, qui a fait une campagne. C'est de l'IA. Franchement, ils sont juste contents de pouvoir dire que c'est de l'IA parce que pour l'instant, c'est un keyword qui permet qu'ils ressortent, qu'on parle d'eux. Mais leur campagne, elle est nulle. Et les photos, elles sont ni belles ni mauvaises. Hein, elles sont juste lambda. Et derrière, tu vois que tout l'effort qu'ils ont mis pour que ça soit fait avec une IA, s'ils avaient fait appel à un photographe qui avait un peu d'idées, ils ne seraient pas allés vers ces pistes-là. Donc, finalement, on va vite y revenir. Effectivement, là, c'est l'objet brillant. Et l'IA, c'est un peu comme la bulle Internet. Je pense que la bulle IA va exploser d'une certaine manière parce que on ne l'a pas connu, on était trop jeunes, on est de la même génération. Mais la bulle Internet, c'était ça. Tu mettais Internet dans n'importe quelle levée de fonds et tu levais de l'argent. Ouais, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de boîtes qui s'appelaient, je sais pas, 360 multimédia, Ah oui, machin, net. Et là, bah ça, je me disais, mais là, c'est ce qui se passe. Tout le monde, c'est .ai, .ia,
Enfin, ou web, elle est aussi web. Oui, voilà. En fait, ça va devenir ringard. Dans 10 ans, tous les trucs qui s'appelleront machin IA, ça sera ringard. Moi, je donne même pas 5 ans. Je donne même pas 5 ans avant que ça soit ringard d'avoir un point AI. Toutes les marques là, qui ont AI dans leur nom là, je donne ça même pas 5 ans avant que ça soit ringard. J'ai hâte de voir si ça devient ringard ou pas, ou si c'est écoute, une idée. Tu sais quoi, je lâcherai un commentaire sur cette vidéo dans 5 ans. À la date, on est le Ah 29 ouais. Mets-toi une alarme. 2025 et on en reparle, d'accord, en commentaire. On échange là-dessus dans 5 ans. J'ai hâte. Vivement 2030. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, j'avais la question sur l'avenir du motion design et quels conseils tu donnerais à des freelances qui nous écoutent, à des jeunes. Et tu as répondu, tu l'as dit, de continuer d'apprendre des compétences concrètes. Il faut continuer d'apprendre à dessiner. Il faut continuer d'apprendre c'est quoi les couleurs, comment tu maîtrises les roues chromatiques, les typographies. Il faut continuer de se former au design et à l'animation parce qu'en fait, ce sont les gens qui auront ces compétences-là et qui en plus utiliseront des outils qui seront plus performants au fur et à mesure du temps, qui vont justement pouvoir continuer de progresser et faire carrière en motion design. Comme tu le disais, tu as commencé à une époque où il y avait encore Flash, tu vois, et finalement on est passé sur After, on va passer sur d'autres softs. Je pense qu'on pourrait facilement refaire un deuxième épisode, mais laissons-nous le temps un peu plus tard. En 2030 En 2030, vas-y, rendez-vous pris. 2030, on fait un update IA, mais à mon avis, on n'a pas idée. Là, moi, je suis absolument pas capable de savoir ce qu'on pourra faire en 2030. Peut-être qu'on le fera en étant totalement avec un agent IA à notre place. Ok, on aura une version dédoublée de nous-mêmes. Ouais, un avatar. Un avatar complètement, parce qu'on sera tellement occupé à avoir les pieds dans l'eau sur la plage qu'on se sera créé un avatar pour faire des interviews. Exactement. Bon, ben, rendez-vous pris dans 5 ans, ok. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez aimé le podcast, surtout, n'hésitez pas à nous lâcher un commentaire en description de la vidéo. Allez voir le travail de Elsa. Il y aura tous les liens en description de cette vidéo. Et puis, suivez-la sur les différents réseaux. Et puis, voilà, restez créatifs, les gens. C'était un plaisir d'enregistrer ce podcast pour vous et avec Elsa. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.